Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans Débat politique. Nous sommes à J+1 de la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce sera le grand thème du débat du jour. Ils font la pluie, le beau temps en fonction des intérêts de ceux qui les contrôlent. Je veux parler des médias dits mainstream et de leur double standard en matière de liberté d'expression, de démocratie et de traitement de l'information. Les tensions géopolitiques accentuent la pression sur les faiseurs d'opinion un peu partout dans le monde au moment où l'ère des réseaux sociaux est au zénith. Mass médias et grands groupes de presse, tous supports confondus, sont attendus au tournant sur bon nombre de dossiers. Qui sont-ils? Quelle est leur façon de faire et pour qui roulent-ils? Quelle est leur couleur politique s'ils en ont une? Nous allons analyser tout cela avec nos invités du jour, à commencer par vous, Abdelwahab Jakoul. Vous êtes directeur de publication du journal La Nouvelle République. Mustapha Kawa, journaliste établi à l'étranger en France, est avec nous en direct également depuis Lyon. Et enfin, Yefri Benzarga, activiste de la société civile et membre du comité national de soutien au peuple sahraoui, est également avec nous depuis la France. Débat politique, c'est maintenant. Et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau de débat politique où l'on débat justement de médias mainstream et de double standard en matière d'information, de journalisme, mais aussi de démocratie, de liberté d'expression. Nous sommes avec Abdelwahab Jakoul, directeur de publication du journal La Nouvelle République. Je vais m'empresser d'accueillir Yefri Benzarga, qui est activiste de la société civile et membre du comité national de soutien au peuple sahraoui, qui nous rejoint en direct depuis la France par téléphone. Bonjour Monsieur Benzarga. Alors, d'emblée, il n'y a pas que les médias ou les mainstream occidentaux qui s'inscrivent dans cet état de fait que nous décrivons depuis une demi-heure. Le Maroc a recours justement à ces méthodes censées l'aider à normaliser en quelque sorte son projet d'occupation du Sahara occidental, notamment lorsqu'il s'agit de piller les ressources naturelles sahraouies. Où trouve-t-il les financements nécessaires à de telles basses besognes, vu que l'on a développé sur ce plateau l'idée que derrière les mainstream, il y a souvent de l'argent et de grandes fortunes et qui financent à dessein ces médias? Sabah al-Khair, salam alaikum, merci pour l'invitation. Effectivement, vous venez de le dire, monsieur Bettache, concernant le Makhzen qui finance, bien entendu, ces différents lobbies pour faire en sorte que sa colonisation du territoire sahraoui soit de fait et actée. Bien entendu, ceci n'est qu'un projet chimérique, puisque le droit international, il est inutile de le rappeler qu'il est avec le peuple sahraoui, il garantit l'autodétermination, le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Vous avez posé une question pertinente, c'est-à-dire comment le Makhzen finance toutes ces basses besognes, vous l'avez dit. Permettez-moi juste de vous rappeler une chose, sans vous dire comment il le finance, mais juste vous rappeler quelque chose, c'est que le Maroc est tout de même l'un des plus grands producteurs mondiaux de cannabis. Oui. Ce qui en fait une source importante de revenus pour ce pays, qu'elle soit directe ou indirecte. Il est inutile aussi de rappeler que le trafic de drogue au Maroc ne se limite pas seulement au cannabis, mais le pays est aussi une plaque tournante pour le trafic de cocaïne, d'héroïne et d'autres drogues en raison de sa position géographique. Et c'est pas moi qui le dis. C'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et d'ailleurs, je vous invite et j'invite tous vos auditeurs à se pencher sur les rapports que publie régulièrement, annuellement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. C'est une source très fiable pour obtenir des données et des analyses sur le trafic de drogue au Maroc. Le rapport annuel d'ailleurs sur ce trafic, c'est des informations détaillées sur les tendances donc de ce trafic au Maroc et surtout les impacts sociaux et économiques de ce phénomène sur ce pays. Donc je n'ai même pas besoin de vous dire comment ce pays finance ces basses besognes. Je pense que vos auditeurs feront leur propre analyse avec ce que je viens de dire. C'est un secret de polichinelle, oui. Bien entendu. Donc le Maroc a toujours recours, bien entendu, à ces méthodes que je qualifierais de mafieuses pour pouvoir arriver à ses fins.
que ce soit pour attaquer l'Algérie, que ce soit pour imposer un état de fait ou imposer une certaine vision hégémonique, expansionniste sur le territoire sahraoui. C'est un secret de polichinelle. Et croyez-moi que même les instances européennes et françaises qui luttent contre le trafic de drogue savent très bien d'où provient ce trafic de drogue. Donc moi, quand j'ai des discussions parfois avec des interlocuteurs européens, français ou des collègues ou des hommes politiques, mais je leur dis tout simplement à chaque fois, mais attaquez-vous à la source de ce problème. Au contraire, vous êtes en train de motiver cette source de problème qui est le pays d'origine d'où provient cette drogue et ce cannabis. Au contraire, vous êtes en train de l'aider à coloniser un territoire qui n'est pas le sien. Donc je pense que il faut que l'opinion publique internationale ouvre aussi les yeux sur ce phénomène de trafic de drogue, puisque c'est tout de même la première source de financement de ces lobbies, puisque sinon le Maroc économiquement n'est pas un pays stable. À part les investissements directs étrangers, le jour où il n'y aura plus d'investissements directs étrangers, ça sera une catastrophe pour ce pays. Voilà ce que... Justement, Yafali Benzalga, je reste avec vous. Le Merzen n'est pas en reste en ce qui concerne la manipulation médiatique, notamment lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'Algérie, vous l'avez dit, ou de tromper l'opinion internationale sur ces nombreuses violations du droit international au Sahara occidental et des droits de l'homme également, avec justement la complicité de certains médias occidentaux qui commencent peu à peu à être démasqués. Vous savez, on est en train de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Je vous rappelle que la liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique. Si je prends la France ne fait pas exception à cette règle. Et ce principe est tout de même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour rappel tout de même. Cette déclaration, donc, qui garantit le droit pour chacun de s'exprimer librement et d'avoir accès à une information diverse et pluraliste. Et donc, du coup, malgré cette reconnaissance juridique, la réalité de la liberté de la presse, notamment en France, est parfois remise en question en raison de la mainmise d'un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont des accointances, qu'ils soient économiques ou autres, notamment avec le Maroc. Je vous rappelle tout de même que les révélations en France, elles pleuvent ces dernières années sur les pratiques secrètes du Marsden en Europe et en France, des pratiques qui mêlent tout de même corruption, espionnage, chantage et propagande mensongère. Oui. Et je citerai à titre d'exemple, bon, bien entendu, il y a l'affaire mondialement connue qui est le Pegasus. Ça, il est inutile de le rappeler. Tout le monde se rappelle de cette affaire de Pegasus, qui n'a pas fini d'ailleurs de défrayer la chronique. Et puis, rappelez-vous aussi de l'affaire qui est toute fraîche, l'affaire de l'ex-présentateur franco-marocain de BFM TV, Rachid Mebarki, qui a reconnu tout de même avoir touché de l'argent en contrepartie de la diffusion de séquences téléguidées au profit du Marsden. Journaliste présentateur de la chaîne BFM TV. Exactement. Donc ces scandales en cascade mettent la lumière sur le lobby tout azimut du régime du Marsden au sein des médias européens, notamment français. Et ça, il faut reconnaître aussi quelque chose, c'est que tous ces médias européens qui ont des accointances avec le régime du Marsden, inutile de le rappeler que ils sont rois chez eux au Maroc. Donc quand ces patrons de chaîne ou alors ces présentateurs vedettes partent au Maroc, bien entendu, j'allais dire tous les frais sont payés par le prince, si je peux m'exprimer ainsi. Donc et bien entendu le Marsden utilise cette manne-là et utilise quand même ce levier qui est aussi un levier de chantage, puisque ils partent en prédilection au Maroc et bien entendu leurs services de sécurité détiennent aussi un certain nombre d'informations sur ces journalistes et sur ces patrons de presse, au-delà des intérêts qu'ils peuvent avoir économiques et autres. Donc aujourd'hui, je dirais que une certaine partie de la presse en Europe et en France, elle est un peu gangrénée par cette mainmise du Marsden sur elle, puisqu'il y a tout de même un chantage, je dirais même un chantage affectif qu'exerce le Marsden sur ses médias et sur la France. Moi, personnellement, je vous dirais que historiquement, pour moi, le Maroc n'a toujours pas perdu son protectorat. Oui. Yafali Benzalga, justement, le rôle
Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile et membre du Comité national de soutien au peuple sahraoui. Le rôle de défenseur des droits des peuples opprimés, vous l'avez vous-même rappelé, à l'instar du peuple sahraoui, expose l'Algérie à cette guerre médiatique dont les contours ne sont pas toujours faciles à cerner, qui sont les relais de la propagande anti-algérienne dans le monde, selon vous, à commencer par le pays dans lequel vous vivez, par exemple la France. Vous savez, vous venez de le dire, l'Algérie est la cible d'un certain nombre de cercles de par le monde. On s'attaque qu'à ce qui brille. Et aujourd'hui, l'Algérie brille par ses réalisations, que ça soit économique. Oui. Elle brille parce que c'est un pays quand même qui est, ne serait-ce que géographiquement, le plus grand d'Afrique, le plus grand du pourtour méditerranéen. C'est une puissance militaire, c'est une puissance économique en devenir certain, c'est une puissance politique, c'est un pays stable. Et donc, on s'attaque à quoi? On s'attaque à un pays qui est en train de monter. On ne s'attaque jamais à un pays qui descend. On s'attaque toujours à un pays qui est en train de monter. Permettez-moi juste de rappeler un certain nombre de fondamentaux sur notre pays. L'Algérie a quand même joué un rôle significatif dans la défense des peuples opprimés à travers le monde, et ça c'est ancré dans notre histoire de lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, parce que des fois il faut revenir aux sources de l'histoire pour comprendre pourquoi l'Algérie a certaines positions, pourquoi l'Algérie défend un certain nombre de dossiers internationaux. Il y a eu quand même tout d'abord, nous, notre propre lutte pour l'indépendance, qui nous a mené à une guerre de libération nationale contre la France coloniale qui a duré 7 ans. Et cette lutte a été, il faut le reconnaître, un catalyseur pour les mouvements de libération dans d'autres régions du monde, et ça a inspiré des peuples opprimés, y compris en Palestine, à lutter pour leur propre liberté. Le reconnaît elle-même, oui. Voilà. Ensuite, nous, une fois que nous avons été indépendants, et je suis désolé de faire juste une mini-chronologie, ensuite, après avoir été indépendants, qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite, nous avons exprimé notre solidarité avec les mouvements de libération. Oui. Donc, après notamment notre indépendance, à travers le mouvement des non-alignés, a soutenu activement les mouvements de libération en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Elle a offert le refuge, elle a offert un soutien diplomatique, financier, militaire aux groupes luttant contre le colonialisme et le néocolonialisme. Et donc, bien entendu, quand je parle qu'elle a donné refuge, elle a même donné refuge aux socialistes espagnols qui aujourd'hui ont trahi leur propre histoire et qui sont d'accointance avec le régime du Marzen. Oui. Et l'Algérie a tout de même contribuer aux instances internationales, notamment à celle de l'organisation de l'Union africaine, l'OEA, et puis ensuite l'Union africaine, où elle a plaidé pour la solidarité entre les nations africaines et où elle a plaidé la non-ingérence dans les affaires internes africaines et dans le monde en général. Elle a soutenu et elle soutient toujours la cause palestinienne. Rappelez-vous de la célèbre phrase de Sibou Medine Allah yarhamou, al-Jazair ma'a Palestine dalma ou madlouma. Donc, l'Algérie a toujours eu des positions et des principes immuables. La cause sahraoui, bien entendu. Pourquoi défendre le droit à l'autodétermination, par exemple, au Timor oriental, alors que nous avons un pays juste à côté où on devrait se taire et ne pas le défendre? Bien sûr qu'on va défendre la cause sahraoui. Et puis, tout ça, n'oublions pas aussi les opérations de maintien de la paix au travers le monde auxquelles l'Algérie a contribué. Tout ça, ces engagements de l'Algérie en faveur des peuples opprimés est profondément enraciné dans notre histoire de lutte pour l'indépendance et pour la quête d'une justice sociale et politique, et notre leadership quand même dans la promotion de la solidarité entre les nations du Sud. Il faut quand même reconnaître que l'Algérie est appelée la Mecque des révolutionnaires. Tout ça, bien sûr, fait que nous sommes une cible aujourd'hui, parce que nous avons aussi une situation géostratégique qui est enviable. Tout le monde envie la position géostratégique de l'Algérie. Oui. Tout le monde envie ce leadership algérien. Donc, on devient la cible. Bien sûr, on nous attaque avec quoi? On nous attaque avec un voisin qui est au bord du précipice. On nous attaque à travers des lobbies venus du fin fond du désert de l'autre côté de la planète. Et donc, tout ça fait que l'Algérie, aujourd'hui, elle doit avoir le regard sur plusieurs fronts. Elle doit se défendre sur plusieurs fronts. Alors,
il y a des attaques médiatiques, il y a des attaques que je ne citerai pas, d'autres qui sont un peu plus graves, mais ce qui me rassure aujourd'hui, et très sincèrement, moi ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui, contrairement à l'Algérie des 20 dernières années, l'Algérie d'aujourd'hui se défend. L'Algérie d'aujourd'hui, elle est prête à riposter. Alors qu'avant, on avait tendance à dire « Ah, nous avons nos principes, etc. Donc, nous, on va laisser l'eau couler. » Non, aujourd'hui, l'Algérie est en train de se défendre. L'Algérie est en train de contre-attaquer. Elle est en train de contre-attaquer avec ses propres enfants. Puisqu'aujourd'hui, et notre interlocuteur le disait à l'instant, à travers les réseaux sociaux, c'est devenu une tribune de débat ouvert. Aujourd'hui, on voit beaucoup de concitoyens qui sont conscients des enjeux du moment. Et aujourd'hui, quand on parle de propagande médiatique, quand vous regardez la propagande du Makhzen, qui décrit le Makhzen comme étant un paradis et qui décrit d'autres pays comme étant l'enfer, eh ben j'inviterai nos auditeurs à juste se pencher 5 minutes sur un des réseaux sociaux et de voir qui des deux peuples demande l'ouverture des frontières, qui des deux peuples a besoin économiquement de l'ouverture des frontières, oui. Et ils auront leur réponse. Merci Yefali Benzalga. Dernière question avant de clore ce débat avec vous, Yefali Benzalga. Un mot peut-être sur au moins 140 journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier, l'opération déluge Al-Aqsa, et le silence des médias mainstream, notamment occidentaux, sur le meurtre de leurs confrères. Eh bien, tout d'abord, rapidement si vous voulez bien. Merci. Je me permets juste un petit instant de revenir sur ce que disait votre invité. Monsieur Abdelwahab Jakoun, directeur de publication de La Nouvelle République. Exactement. Il ne faut pas avoir honte de faire appel au lobby, puisque pourquoi aujourd'hui, nous défendons des principes, et nous défendons des principes justes et de justice sociale et de justice politique à travers le monde. Donc, il ne faut pas avoir honte de faire appel à des lobbies pour aider à certaines causes à évoluer. On a des principes, certes, mais maintenant, il faut aussi être pragmatique et être à la page de la société mondiale aujourd'hui de comment cela fonctionne. Et donc, pour ne pas être à la traîne, je suis tout à fait d'accord avec votre invité. Abdelwahab Jakoun qui prône une démarche concertée, globale. Oui. Voilà, pour pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets. Concernant les journalistes, moi, ce qui me dérange quand on parle de liberté de la presse, quand on parle de l'éthique de la presse, c'est de ne pas entendre, c'est d'avoir le 2 poids 2 mesures, par exemple ici en France, sur ce qui se passe par exemple actuellement en Palestine. Oui. Souvenez-vous de la guerre en Ukraine, les médias français, mais c'était les plateaux ne désemplissaient pas, et il y avait même de l'exagération par moment. Rien sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Et ça, c'est gênant pour l'éthique même du journaliste. Je rappelle au moins 140 journalistes. Ça nous renvoie sur qui détient ces médias. Oui. Et ça, c'est la clé de compréhension de la ligne éditorialiste de certains médias. Qui détient les médias et quelle accointance ils ont avec un certain nombre de lobbies à travers le monde, et notamment le lobby que vous avez cité. Et donc, le problème, c'est que l'opinion publique française, notamment, elle est malheureusement déconnectée de ce genre de débat, puisque la situation économique et sociale en France ne laisse pas la place à ce genre de réflexion éclairée pour le citoyen, surtout quand ils ne sont pas aidés par des médias qui les orientent vers une certaine direction. Merci Yefali Benzalga. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile et membre du Comité national de soutien au peuple sahraoui. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. L'émission politique, tous les samedis de 13h à 14h.